On s'intéresse maintenant à la mise en conformité. D'un point de vue pratique, clairement, concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire pour se mettre en conformité avec GDPR? On va commencer par voir les mesures à prendre d'un point de vue organisationnel. L'étude de mise en conformité doit être considérée comme un véritable projet. Il faut donc désigner un chef de projet, quelqu'un qui va coordonner les différentes actions. Pour les entreprises qui en ont désigné un, le DPO est le candidat idéal pour assurer ce rôle. La première chose à faire, c'est l'inventaire des traitements de données personnelles. On va donc commencer à remplir le fameux registre des traitements. Un simple tableur Excel fera parfaitement l'affaire. Le but n'est pas d'avoir quelque chose d'extrêmement détaillé, c'est avant tout un document de synthèse. On ira se renseigner pour chaque traitement identifié auprès des personnes impliquées. De cette manière, on sera en mesure de compléter les informations qui pourraient nous manquer dans le registre. Et surtout, on pourra commencer à remplir la base documentaire qui l'accompagne. On va ensuite évaluer les traitements d'un point de vue légal. Pour cela, on aura besoin de l'aide d'un DPO ou du service juridique de l'organisation. Si des problèmes de non-conformité sont observés, des plans de correction devront être mis en œuvre. Il pourrait par exemple être nécessaire de modifier certaines mentions légales, voire même d'arrêter purement et simplement certains traitements. L'étape suivante, c'est d'évaluer le niveau de risque du point de vue des personnes concernées pour chaque traitement. Pour cela, il faudra mener des études d'impact. Il ne faut pas perdre de vue que le risque à évaluer ici, c'est le risque du point de vue de la personne concernée, pas de l'entreprise. Les analyses de risque vont déterminer les besoins en matière de sécurité. Plus le niveau de risque sera élevé, plus les mesures de sécurité mises en œuvre devront être efficaces. On impliquera à cette étape les équipes techniques, notamment informatiques, afin qu'elles évaluent les investissements humains et matériels nécessaires pour atteindre le niveau de protection souhaité. On va aussi se pencher sur les contrats de sous-traitance et vérifier que les clauses légales qui sont censées y figurer s'y trouvent bien. Si nécessaire, on procédera à une renégociation des contrats. Ce sera l'occasion de fixer les durées de rétention des données afin d'avoir la garantie que les données ne perdureront pas chez les prestataires. On pourra aussi en profiter pour formaliser des modalités d'audit de conformité. Ces contrats devront ensuite être référencés dans la base documentaire. Les équipes travaillant sur des données personnelles doivent être formées sur le sujet. Il est important qu'elles comprennent bien quels sont les risques et qu'elles sachent ce qu'elles sont censées faire ou ne pas faire. Il y a généralement deux types d'espaces dans lesquels on trouve des systèmes de traitement de données personnelles. D'une part, les data centers, qui sont en général bien sécurisés et souvent vides. Et puis d'autre part, des espaces de type bureau, hangar, etc., qui sont nettement moins sécurisés, mais où on va trouver beaucoup plus de monde. On va imaginer le cas fictif d'un bâtiment dans lequel sont réalisés des traitements de numérisation ou d'impression de courrier papier, qui peuvent être par exemple des contrats d'inscription, etc., et qui contiennent donc des données personnelles. Ce qui va nous intéresser, ce sont tous les points où l'on va trouver des données personnelles. Par exemple, les stocks de courrier, les dossiers, et puis bien sûr les postes de traitement sur lesquels on va trouver des données personnelles dématérialisées sous forme de fichiers images, fichiers texte ou autres. On doit les sécuriser. Alors, dit comme ça, on n'a pas forcément les idées très claires quant à la méthode à employer. Donc, on va faire un petit effort d'abstraction. Et on va représenter tout ça par des grosses liasses de billets de 100 €. Et là, tout de suite,
le réflexe sécurité vient instinctivement. Ces liasses, on les pose comme ça à différents endroits du bâtiment. Effectivement, on a une clause dans le contrat des employés qui stipule clairement qu'ils ne doivent pas se servir et ramener des billets chez eux. Mais bon, est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on est sûr de notre coup? Est-ce qu'on ne va pas se retrouver malgré tout avec des liasses manquantes à la fin de la journée? Et si jamais il en manque, est-ce qu'on sera capable de dire qui a pris quoi? Donc notre premier réflexe, si on se retrouve avec toutes ces liasses, ça va être de les enfermer dans des coffres-forts. Et puis on va même aller plus loin. On va se dire, ouais mais attention, ces coffres, qu'est-ce qui empêcherait des visiteurs ou des employés de les ramener chez eux? Alors on va rajouter des cloisons. On va créer des espaces sécurisés au sein du bâtiment pour ces coffres. Et on va restreindre l'accès à ces zones à seulement quelques employés autorisés, un peu comme dans les banques ayant une salle des coffres. On va mettre en place des contrôles d'accès, par exemple avec des systèmes de badges ou des clés. On aura nécessairement un process formel d'habilitation pour déterminer de manière claire qui peut accéder à quelle zone du site. Et puis, on va conserver les logs d'entrée et de sortie du personnel, afin de déterminer qui était dans la salle des coffres en cas de vol. Enfin, on va avoir un réflexe pragmatique. On va réaliser que multiplier les espaces sécurisés au sein du bâtiment, c'est un petit peu compliqué à gérer. Ça multiplie les coûts. Donc on va décider de regrouper tout ça au sein d'une seule zone sécurisée dans le bâtiment. Donc voilà, la sécurité physique des données personnelles, globalement, ça revient à faire ça. En cas d'incident, on doit agir vite et efficacement. Pour pouvoir faire ça, il faut s'être préparé à l'avance et ne pas se retrouver obligé d'improviser. On peut par exemple envisager le scénario de notification suivant. En cas d'incident, l'information parvient d'abord au responsable sécurité. L'incident concernant des données personnelles, celui-ci en informe le DPO. Le DPO évalue le niveau de risque. En cas de risque élevé, il met immédiatement le service juridique dans la boucle. Si la nature de l'incident le justifie, le DPO informe la direction de l'obligation juridique d'en informer l'autorité locale et éventuellement les personnes concernées. La direction prend la décision de faire cette notification. Dans le cas d'une notification aux personnes, il faudra impliquer le service communication. Les différentes personnes concernées doivent être clairement identifiées dans la procédure. Pour être efficace le jour J, on ne doit pas perdre de temps à chercher le nom d'un responsable ou son numéro de téléphone. Toutes ces informations devraient être déjà documentées dans la procédure de gestion d'incident. GDPR donne des droits d'accès, de rectification, d'oubli, etc. aux personnes dont on traite les données personnelles. Si ces personnes décident de faire valoir leurs droits, il est préférable qu'elles trouvent facilement qui contacter dans l'organisation concernée et que leur requête fasse rapidement l'objet d'un suivi. En effet, si elles ne parviennent pas à se faire entendre, il est probable qu'elles se tourneront vers l'autorité de contrôle. En cas de plainte répétée, cette dernière pourrait prendre la décision d'effectuer un contrôle de l'organisation. C'est un scénario qu'on va s'efforcer d'éviter. On désignera donc une personne, typiquement le DPO si on en a un, pour prendre en charge ce type de requête. On fera en sorte que l'adresse email vers laquelle adresser les demandes soit facile à trouver sur le site de l'organisation et qu'elle soit aussi indiquée dans toutes les communications à destination des personnes dont on traite les données personnelles. Les autorités locales peuvent procéder à des contrôles à distance ou sur place. Ces contrôles se font à l'improviste. Il faut donc former les équipes concernées afin qu'elles agissent de manière appropriée. Les équipes d'accueil, par exemple, devraient savoir qui contacter en cas de visite d'agents de contrôle. La personne prenant en charge les agents doit être en mesure de leur fournir les éléments demandés, le registre des traitements par exemple. On a le droit de s'opposer à un contrôle à condition de le justifier par un contexte impérieux. Dans l'épisode suivant, on s'intéressera aux mesures techniques à mettre en œuvre pour se mettre en conformité avec GDPR.